Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. La place des écrans ou encore l'interdiction des réseaux aux moins de 15 ans, les espaces sans enfants et les tendances no kids. Eh bien, la haut-commissaire à l'enfance a de quoi faire en ce moment. Sarah El Haïry est notre invitée dans le Grand JT. Ce sera dans quelques minutes. Existe-t-il une seule intelligence à l'heure où l'on parle davantage des troubles 10? Eh bien, notre invitée s'est posé la question à travers un livre dont on parlera en plateau. Elle sera avec nous en seconde partie d'émission. Dans sa chronique, Charlotte Adélaïde nous emmène au Japon où la communication politique s'adapte expressément aux jeunes, une sorte de renouvellement dont on parlera bien entendu avec elle. Mais avant cela, place à l'actualité avec Shirley. Bonsoir Shirley. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Mardi 17 juin, jour des obsèques de Mélanie, poignardée par un collégien de 14 ans à Nogent, en Haute-Marne. C'était la semaine dernière. Oui, ces obsèques ont eu lieu à Sarcey, le village de la surveillante de collège assassinée que la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, souhaite décorer de la Légion d'honneur à titre posthume. Le fils de Mélanie, âgé de 4 ans seulement, sera pupille de la nation. La cérémonie a eu lieu 4 jours après une marche blanche à Nogent. Près de 1500 personnes y ont pris part, des proches de Mélanie et des habitants qui ont été émus par son décès. L'adolescent de 14 ans, à l'origine des coups mortels, est en détention provisoire. Et depuis le jour du drame, on observe une multiplication des discussions et des débats autour de la violence chez les jeunes, notamment chez les adolescents, qu'on décrit volontiers comme étant sous la coupe des réseaux sociaux et des jeux vidéo. Alors qu'en pensent les principaux intéressés? On les écoute, ils viennent de Chartres et ils étaient au micro de Simon Le Baron sur France Inter ce matin. Je pense que c'est vrai. C'est vrai, moi aussi je pense que c'est vrai. Parce que sur les réseaux sociaux, on voit des fois des choses qu'on ne devrait pas voir. Ça influence surtout les bagarres, etc. Parce que ça répand des fausses informations, etc. Je suis sûre que s'il n'y aurait pas les réseaux sociaux, on serait plus calme. En vrai, on n'est pas violente, on aime juste pas le manque de respect. Je dis pas ça en tant qu'ancienne, mais avant, moi j'ai 19 ans et avant, on n'avait pas vraiment de téléphone et tout, on était heureux. Et ouais, vraiment c'était beaucoup mieux, on était en paix et tout, on jouait dehors. C'est plus le cas pour les plus jeunes, la nouvelle génération, que nous c'est vrai que nous on a plus sûrement lu quand on était jeunes ou des trucs comme ça, on est moins sur les réseaux sociaux que les jeunes, les plus jeunes que nous en tout cas. La violence elle n'est pas que dans les jeux vidéo et dans les réseaux sociaux, donc faut pas caricaturer en disant c'est que les adolescents, c'est tout le monde. Même vous, les grandes personnes, vous êtes confrontés à la violence de la vie tous les jours. Et c'est pas pour ça qu'on va vous voir et on vous dit c'est des débiles sur les réseaux, etc. Les avis sont mitigés, donc, mais n'oublions pas que la nuance est de mise et les généralités à bannir. On poursuit ce journal avec le début de ces 2 semaines de stage obligatoires pour les élèves de seconde. Elles ont démarré hier. Une nouveauté pour les lycéens depuis l'année dernière et le bilan semble plutôt positif. Oui, on peut rappeler les chiffres de l'éducation nationale. 9 élèves sur 10 ont trouvé leur stage et plus de 8 élèves sur 10 satisfaits. L'idée, c'était d'occuper les élèves de seconde pendant que les professeurs faisaient passer le bac à leurs camarades plus âgés. Et c'était pas gagné. Ces stages n'avaient pas le vent en poupe. Ils ont été très critiqués l'année de leur lancement en 2024. Alors on verra si 2025 fera mieux. Mais pour Grégoire Ancel, vice-président de la FCPE, le syndicat de parents d'élèves, ce stage reproduit tous les biais des inégalités sociales et territoriales. En général, les professeurs et les parents donnent un coup de pouce pour trouver les stages. On rappelle aussi l'existence de la plateforme de l'éducation nationale, un élève, un stage, qui compte des milliers de propositions, mais pour certains lycéens dont les parents n'ont pas de réseau ou pour se situer en zone rurale, il est parfois difficile de trouver une opportunité. Sans stage, ils ne peuvent parfois pas être accueillis dans leur propre lycée et se retrouvent à suivre une formation à distance depuis chez eux. Actualité internationale désormais, 5e jour de guerre entre Israël et Iran. Une guerre qui se veut préventive selon le gouvernement de Netanyahou, qui souhaite empêcher l'Iran de se doter de la bombe nucléaire. Elle est illégale selon le droit international. Les 2 pays continuent d'échanger des frappes. Alors le bilan à cette heure où je vous parle, côté iranien, 90% sont des civils, 224 morts exactement côté iranien, 24 morts côté israélien et plus d'1 millier de blessés. Encore une fois, bilan provisoire. Et des 2 côtés, la population se met à l'abri depuis dimanche selon une annonce du gouvernement iranien. Les écoles servent d'abri en Iran ainsi que les mosquées et les stations de métro en Israël. Le pays est à l'arrêt, les rues se sont vidées. Une grande majorité des écoles, elles, sont fermées depuis le début de ce conflit ouvert. Notre président Emmanuel Macron désapprouve les intentions de Benyamin Netanyahou de vouloir supprimer le dirigeant iranien Ali Khamenei. Il s'est exprimé au sommet du G7
ce matin au Canada. Écoutez. Tous ceux qui croient qu'en frappant avec des bombes depuis l'extérieur, on sauve un pays malgré lui-même ou contre lui-même, se sont toujours trompés. Je pense que les peuples sont souverains, ils changent leurs dirigeants par eux-mêmes, et que tous ceux qui ont voulu par le passé changer des régimes par des frappes ou des opérations militaires ont commis des erreurs stratégiques. Oui, Khamenei, bien sûr. Emmanuel Macron, donc, au sujet de Benyamin Netanyahou au sommet du G7 ce matin. Le G7 qui appelle d'une voix collective à la désescalade régionale au Moyen-Orient. Toujours à l'étranger, l'impossible retour en France pour ces enfants de djihadistes français détenus en Syrie dans des camps et prisons aux mains des Kurdes. Oui, on en a déjà parlé sur ce plateau. Il serait 120 emprisonnés en Syrie depuis la chute de Daesh il y a un peu plus de 5 ans. Et désormais, même majeur, la France leur refuse un retour sur son territoire. Avocats et associations se mobilisent pour faire entendre leur voix. Ils réclament leur rapatriement. Et les familles de ces enfants également, comme cette grand-mère. Écoutez. Nous, les grands-parents, ne comprenons pas ce qui empêche la France d'aller les chercher immédiatement et d'arrêter leur enfer qui vivent sur place. L'enfer, c'est 40 degrés l'été, c'est moins 20 l'hiver, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas du tout de soins, donc les enfants tombent malades, il y a la pollution avec tous les puits pétroliers, il y a une poussière dingue, il y a des tempêtes de temps en temps où toutes les toiles de tente volent, donc ce ne sont pas des conditions pour des enfants. Les grands-parents sont prêts à les accueillir, les attendent, préparent tout ici en France pour qu'ils rentrent et qu'ils retrouvent une vie d'enfant. Quelle responsabilité de ces enfants emmenés de force quand ils étaient encore très jeunes? Voilà la question posée par de nombreux avocats. Et 10 ans après la vague d'attentats sur le sol français, le retour de ces enfants est encore très sensible. Et pour terminer ce journal, eh bien, quelques mots sur ce projet d'école inclusive dans la Creuse, une réussite selon l'équipe pédagogique. Alors, qu'entend-on par école inclusive dans cette école de Moutier-Malcar en Creuse? Donc, l'expérimentation a eu lieu depuis 2 ans. Des professionnels de santé spécialisés dans le comportement et la santé mentale des enfants viennent régulièrement pour repérer de potentiels troubles, pour améliorer aussi le bien-être de ces enfants. Et sur leurs recommandations, certains objets, certains jeux font davantage partie de la vie de classe. Mandy Texier est neuropsychologue. On a fait des jeux de mime avec des jeux de société. Alors on a eu un chercher-trouve les émotions. Mets-toi à ma place aussi, des petites choses comme ça. Plus on se connaît bien, plus on peut avoir une estime de soi meilleure. Et ça permet aussi d'être des adultes un peu plus ouverts, un peu plus, une société un peu plus ouverte d'esprit et bienveillante les uns envers les autres. Et les bienfaits de ces nouvelles pratiques, ils sont constatés au quotidien par les instituteurs et institutrices de cette école comme Aurore Gazvano. On a des élèves qui sont en capacité de verbaliser sur leurs émotions. Par exemple, là on va à la piscine en ce moment, de savoir ce qui leur a fait peur, ce qui les rend heureux, ce qui les rend tristes. On pose ces questions très régulièrement. Donc ce croisement des regards, ça a un apport vraiment dans notre pratique. Ça nous permet vraiment de déterminer des obstacles auxquels on n'aurait pas du tout pensé. Aurore Gazonneau, donc c'est tellement une réussite que le dispositif va s'étendre à 3 autres écoles l'année prochaine. Et ce dispositif, on le rappelle, est gratuit pour l'école car financé par l'Association de l'enseignement complémentaire à l'éducation nationale. Merci beaucoup Shirley pour ces infos. Première à réagir quant à la tendance No Kids dans la société, les réseaux sociaux accessibles aux moins de 15 ans également, ou encore l'interdiction des écrans dans les lieux d'accueil recevant des enfants de moins de 3 ans. Autant de dossiers qui attendent la nouvelle haut-commissaire à l'enfance, Sarah El Haïry. Elle est avec nous dans le Grand JT. Sarah El Haïry, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous à nouveau sur le Grand JT. C'est toujours un bonheur de vous recevoir. Vous êtes haut-commissaire à l'enfance. La tendance No Kids, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, peut-être que je vais vous laisser la définir et évidemment vous faire réagir. Bien entendu, la question, elle est simple. Quelle est la place de nos enfants dans la société? Est-ce qu'ils ont une place déjà? Mais c'est exactement la question aujourd'hui que je souhaitais un peu mettre au cœur de notre débat. No Kids, c'est une tendance qui est née d'abord en Asie et qui est beaucoup arrivée aux États-Unis. Ce sont des établissements qui sont des hôtels, des campings, des restaurants qui commencent à interdire l'accès aux enfants. Sous un terme
un peu malicieux qui est adult only. Ça existait depuis un petit moment déjà dans les hôtels, hein? Tout à fait, sauf que ça se développe de plus en plus. Et en réalité, c'était moins assumé. Aujourd'hui, on voit des plateformes de réservation mettre ça comme critère, mais de manière très assumée. Des campagnes de marketing de plus en plus fortes. Et donc là, on dit halt, on dit stop. En réalité, cette tendance, déjà, elle ne rentre pas dans le cadre de l'esprit français. Elle n'est pas dans le cadre de la loi, moi je pense, parce que j'ai saisi des juristes du ministère pour nous donner une lecture très claire. Et d'ailleurs, que disent-ils, pardon? J'attends du coup leur réponse dans les prochains jours. Mais ça dit quelque chose de plus insidieux. C'est on évacue, on sort les enfants de l'espace public, on n'en veut pas parce qu'on considère, et c'est ça qui est le plus choquant, qu'ils sont une nuisance. Ils troublent le calme ambiant, ils bougent, ils rigolent, ils pleurent. Et donc là, c'est là où je réagis, je dis attention, stop. Déjà, on ne veut pas de cette tendance en France. On n'est pas obligé d'inviter chez nous toutes les tendances lifestyle en très bon français dans notre offre, dans notre organisation. Et puis, si on pousse un tout petit peu plus loin, en réalité, ça dit quelque chose de la pression qu'on met aux parents dans l'espace public et dans les espaces partagés. Plus on laisse cette tendance s'installer, plus on dit aux parents, vos enfants, ils ne doivent pas bouger, on ne doit pas les voir, on ne doit pas les entendre. Et donc, on pousse les parents, soit on les exclut de l'espace, et donc on exclut les jeunes parents en particulier, et souvent les jeunes mamans, soit on oblige les parents d'une certaine manière, et de manière un peu lourde, de donner un écran pour un peu anesthésier le comportement de l'enfant un instant, alors même qu'on pourrait imaginer autre chose, une autre société à hauteur d'enfant, qui est simplement plus bienveillante, qui s'adapte, qui accueille, qui fait des ateliers, une offre, ou simplement une chaise haute dans un restaurant. Voilà, un esprit très simple, mais qui permet au contraire d'être accueillant et bienveillant. C'est vrai que c'est une culture un peu particulière, hein, que ce soit en Europe ou dans le reste du monde. La culture française est un peu particulière et pourtant, je ne sais pas si on arriverait à la dater finalement, cette tendance No Kids, parce que je le disais, hein, beaucoup d'hôtels l'ont proposé au préalable auparavant. Ça n'avait pas l'air de beaucoup gêner les Français. Et pour autant, on a tous vécu des scènes dans le train, au restaurant, ou peut-être même nous d'ailleurs, se dire à un moment, oh là là, qu'est-ce qu'il est bruyant, etc. Mais c'est de plus en plus fréquent et on ressent cette invisibilisation des enfants dont vous parlez. Oui, et du coup, ce sont des violences faites en réalité aux enfants et aux parents, et donc aux familles. Cette tendance, elle était, on va dire, un peu honteuse. À l'étranger, oui, il y a des établissements, très bien. Mais enfin là, ça s'installe chez nous et surtout, ça arrive dans des établissements qui, à la base, sont très familiaux. Quand on voit cette tendance, c'est-à-dire, c'est quoi cette tendance? L'interdiction d'accès aux enfants. C'est une interdiction stricte dans des campings, alors que c'est l'espace le plus familial qu'on a imaginé, qu'on pense. C'est le fait de les exclure. Et donc ça, attention, c'est à mes yeux contraire aux règles de la loi. Donc c'est là où le sujet n'est plus le même. Et puis il y a de manière plus insidieuse, c'est ce que je disais, arriver avec une poussette dans un wagon de train, franchement, tout le monde vous regarde un peu en disant j'espère que ça va pas pleurer. Et ça, faut être accueillant. On ne peut pas avoir une société qui, d'une certaine manière, plébiscite l'absence d'enfants dans les espaces partagés. Et c'est là où la tendance qu'on a vu naître en Asie et puis beaucoup se développer aux États-Unis. Aux États-Unis, on a même des villes où il n'y a pas d'enfants du tout, de 50-60 000 villes. C'est impressionnant. Elles sont interdites aux enfants. Ça, c'est l'extrême. D'accord, elles ont été construites d'ailleurs dans l'Arkansas, mais nous, on ne veut pas être ça. C'est pas l'esprit français. Oui, puis c'est pas légal. Et puis, alors c'est pas absolument pas légal. Déjà. Et puis, c'est très loin de ce qu'on veut comme société. Mais c'est vrai que dans une société justement où on a tendance à parler davantage, alerter, vous êtes la première à le faire, sur la protection de l'enfance, sur toutes les violences faites aux enfants, sur le fait de l'invisibilisation, justement, sur les droits de l'enfant dont on parle en permanence. Et de l'autre côté, cette tendance No Kids, c'est vrai que ça paraît complètement contradictoire. C'est absolument contradictoire et c'est pour ça que pour le coup, moi je me suis opposée, j'ai posé la sonnette d'alarme, j'ai alerté et j'ai reçu les fédérations professionnelles qui portent en réalité les hôtels, les restaurants, les campings. J'ai mobilisé aussi, vous savez, les acteurs du tourisme, les guides, ceux qui font les plateformes de réservation, en leur disant attention, là, ça va trop loin. Enfin, c'est plus juste une histoire il y a 3 établissements qui décident de se comporter comme ça, ce qui n'est déjà pas légal. Comment ont-ils réagi? Écoutez, plutôt, on va dire avec un peu de tabou.
C'est-à-dire qu'ils disent, en fait, il n'y en a pas beaucoup, et puis vous savez, on n'en parle pas trop dans le secteur, parce qu'il y a quand même une gêne des établissements qui font ça. Je dis, très bien, enfin, moi je ne veux pas que cette gêne soit levée, pour être très clair, et surtout, on va construire une contre-offre, parce que moi je souhaite une contre-offre, celle qui va faire le petit plus pour les enfants, qui va au contraire dire... Ils doivent être accueillis partout parce que c'est la loi, mais au-delà de ça, on peut aller plus loin. On peut leur faire vivre une expérience, on peut être extrêmement bienveillant avec les enfants. On peut imaginer des wagons de train où, comme le wagon-bar, il y a des wagons où on peut bouger, où il y a des espaces pour le coup de jeu. On peut imaginer une société qui est à hauteur d'enfants et du coup qui inverserait la tendance. Et ça, c'est un mouvement qui est favorable aux enfants et du coup à une société qui, du coup, se préoccupe d'eux aussi simplement que ça. Mais une sanction aussi pour les établissements qui pratiqueraient justement ces espaces no kids, ces lieux sans enfants. Je ne m'interdis absolument rien, c'est vrai. J'attends les expertises juridiques qui ne tarderont pas. Et effectivement, à partir de là, tout le monde aura l'information. Je pense que ça sera extrêmement clair. Aujourd'hui, il y a des interprétations qui sont faites. Quand l'interprétation définitive sera là, personne n'aura d'excuses. Vous faites le lien, très rapidement au début de notre échange, entre effectivement ces espaces no kids, ces lieux où finalement on interdirait les enfants, ou en tout cas on les écarterait assez fréquemment. D'ailleurs, il y a des wagons qui sont réservés sans enfants et autres. On appelle ça des wagons silence, ça veut tout dire. Comment va la vie des enfants à l'ère du numérique, puisque vous faites le lien entre justement ces lieux sans enfants et les écrans? Je fais totalement le lien parce qu'on sait que cette pression qui est mise sur les parents amène parfois à des choses qu'on n'a pas spécialement envie de faire, mais qu'on fait quand même, c'est-à-dire un peu essayer d'anesthésier le comportement de l'enfant en le mettant devant une tablette, parfois à un âge qui n'est pas le bon. Moi, je dis attention, aujourd'hui on a 70% des enfants de moins de 13 ans qui ont accès à des réseaux sociaux. On a réellement une surexposition aux écrans, et je mets aux écrans avec un S parce qu'ils sont multiples, smartphone, tablette, ordinateur, télévision. Les contenus des uns et des autres ne sont pas les mêmes, et aujourd'hui il faut qu'on arrive à poser des sortes de balises et d'accompagner les parents dans une période qui est extrêmement difficile. Comment vous dites à votre adolescent: tu ne vas être le seul à ne pas être sur un réseau social, sur Snapchat, sur Instagram, alors que l'ensemble de sa classe quasiment y est. Alors qu'est-ce que vous répondez justement? Ça m'intéresse, je suis maman d'un garçon de 14 ans. Mais c'est exactement en fait le débat dans toutes les familles. En réalité, c'est plus facile de l'accompagner si on dit, à l'école, il n'y en a pas, puisque de fait, il y a la pause numérique et c'est partout. Donc c'est interdit. C'est plus facile de le faire respecter quand on dit, en fait, la loi dit qu'il n'y a pas de réseau social avant 15 ans, et si demain on arrive à poser ce contrôle, et donc le contrôle de l'âge sur les plateformes, puisqu'aujourd'hui les plateformes ne jouent pas le jeu, soyons très clairs. C'est une proposition effectivement d'Emmanuel Macron aussi, d'Elisabeth Borne aussi. Ça veut dire que vous êtes, donc j'imagine pour, mais est-ce que vous pensez que c'est réalisable? C'est-à-dire que vous pouvez contraindre les plateformes réellement? Très sincèrement, oui, c'est réalisable. Maintenant, ça ne suffira pas, je vais être très honnête et très claire avec vous. Il y a la question du contrôle de l'âge et donc de la réponse technique pour contrôler, et donc ça on l'a fait aujourd'hui avec par exemple les sites internet qui diffusent de la pornographie. Ce que tout le monde nous disait, c'est impossible, techniquement ça n'existe. Mais les quelques sites interdits, d'autres se sont nés, donc de toute façon ils sont partis. Ceux qui ne voulaient pas respecter la loi française sont partis, et moi j'ai envie de dire bon vent. Il y a une règle, la pornographie aujourd'hui est réservée aux adultes, il n'y a aucune morale, enfin chacun est libre d'y aller, de ne pas y aller. Les adultes sont libres. Par contre, quand je vois que l'exposition à la pornographie aujourd'hui, elle est plutôt autour de 11 ans, quand on voit les conséquences sur l'estime de soi, sur la relation entre les garçons et les filles, sur les stéréotypes de genre, bien sûr que c'est dramatique. Un enfant n'a absolument pas à accéder à ça. D'autant plus que 1 sur 2 y accède de manière involontaire. Et ça devient un sujet de protection et pas spécialement de liberté d'accès. Dans les cas volontaires justement d'accès à ces sites-là, on sait que c'est assez facile de contourner justement cette façon de pouvoir donner son identité, sa carte d'identité, en tout cas montrer quel âge on a. C'est déjà beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile que de cocher une petite case en disant oui j'ai 18 ans. Enfin, on a tous fait le test, on a regardé, c'est hyper facile de dire oui j'ai 18 ans. Aujourd'hui il y a quand même une strate de contrôle supplémentaire. Maintenant, il y a toujours des petits filous, bien sûr, et à chaque règle, il y a des tentatives de contournement. Mais, et c'est vraiment la grande victoire, c'est que pour contourner, et par exemple utiliser un VPN, puisqu'on a vu évidemment tous ces chiffres, il faut déjà payer, il faut déjà en général avoir plutôt 16, 17, 18 ans pour le faire que 11 ans. Bon courage à 11 ans pour essayer de trouver le chemin pour payer un VPN, utiliser un VPN pour se connecter. Et donc, on protège déjà de manière beaucoup plus massive les plus jeunes et ceux qui tombaient soit par hasard parce que c'est une publicité ou un lien, soit un peu embarqués par les copains de manière très aisée. Et ça, c'est un vrai acte de protection. Ce qu'on a réussi à faire techniquement
et qui était, sincèrement, tout le monde disait c'est pas possible. Le contrôle facial, c'est pas possible. Le contrôle d'identité en garantissant les règles de la CNIL, c'est-à-dire les règles de données, de gestion de la donnée, liberté, ouais. Tout le monde disait ce n'est pas possible. On l'a fait. Aujourd'hui, avec l'Arcom, on a des outils qui sont solides, et même des outils français. Je pense à DocaPost, qui est une filiale de la Poste, qui a 18 Connect. Aujourd'hui, on a la reconnaissance du visage. Les technologies sont solides. Donc déjà, on a levé un point sur lequel tout le monde a un peu tourné en rond. Maintenant, quand je dis, attention, 70% de nos enfants sont sur des plateformes de réseaux sociaux, alors que l'âge actuel des plateformes, c'est 13 ans, bon, c'est une vraie sonnette d'alarme. Moi, je vois les conséquences sur la santé mentale des enfants. Cette santé mentale, elle est très diverse. Du mal-être, des troubles du sommeil. Il y a l'utilisation d'algorithmes sur lesquels on n'a absolument pas la main. On a des images extrêmement violentes. On a de la cybercriminalité et du cyberharcèlement. Et donc, nos enfants, ils sont juste pas armés en fait pour avoir accès à tout ça. C'est aussi une demande des parents, peut-être des familles, d'avoir aussi une loi, donc de légiférer sur l'âge effectivement des réseaux sociaux. Exactement. Pour dire à son enfant, à ses enfants, écoute, c'est même plus moi qui te le dis, c'est la loi, c'est français, c'est comme ça. Et donc c'est collectif et donc c'est commun. C'est comme quand on accompagne les enseignants et l'école. C'est quand tu poses la règle globale, quand tu poses le cadre, en réalité tu es protecteur. Et c'est là où ça devient la norme. Et la norme, c'est de ne pas être exposé à ça. Mais c'est plus facile de dire à votre adolescent, toute la classe n'y a pas accès, tout le monde n'a pas son téléphone, que dire tu seras le seul. Je ne dis pas que c'est un exercice facile, mais si on n'est pas aux côtés des parents, si on ne propose pas aussi les alternatives, les activités, d'autres offres, d'autres manières en réalité de s'occuper, de réapprendre à s'occuper en ayant plus de liens, plus d'offres, alors oui, c'est un exercice qui devient extrêmement dur. Et c'est là où il faut être dans la fermeté avec les plateformes, parce que sincèrement, ils ont les moyens et pour l'instant, ils ne veulent pas. Et de l'autre côté, extrêmement accueillant, bienveillant et aux côtés des parents. Et donc on ne peut pas dire à un enfant, tu ne dois absolument, on ne doit pas entendre le son de ta voix dans un wagon TGV ou dans un TER, et à l'inverse, lui dire, et surtout, n'utilise pas ta tablette, faut pas exagérer. Ben non, il y a un moment, les parents, ils sont juste dans l'injonction contradictoire la plus complète. Donc oui, on a le droit de lire un livre, oui, on a le droit de jouer à un petit jeu de société, bien sûr, dans le respect des autres. Évidemment, on est des parents, donc on accompagne nos enfants. Mais un peu de bienveillance, ça n'a jamais fait de mal à personne. On parle évidemment de la suppression des écrans, évidemment, si possible, dans les lieux publics, ou en tout cas à l'école, ça c'est certain. Les réseaux sociaux, donc, qui seraient peut-être interdits aux moins de 15 ans, en tout cas c'est la proposition qui est faite. Maintenant, dans la sphère privée, à la maison, on sait que c'est compliqué de faire le gendarme. Comment intervenir, vous, en tant que haut-commissaire à l'enfance, comment l'État peut interférer réellement dans la sphère privée? L'objectif, c'est pas d'interférer. C'est quoi? C'est l'éducation des parents? C'est l'accompagnement des parents. Aujourd'hui, moi, je considère que quand on est à la maison, sincèrement, il faut faire... l'État intervient quand il y a danger pour l'enfant. C'est-à-dire quand il y a de la violence, quand il y a de la carence éducative. Là, oui, bien sûr, et c'est de la protection. Mais sur la question de l'éducation, et donc l'accès aux écrans, il faut donner des billes aux parents, des outils. Et des outils, c'est quoi? C'est par exemple donner de la formation solide. Dire, vous savez, entre 0 et 3 ans, exposer un enfant à un écran, c'est vraiment mauvais pour lui. Mais ça fait 20 ans qu'on le dit, ça oui, mais vous rigolez, c'est pas suffisant. Il se trouve qu'il y a même pas 2 semaines, il y avait un défi qui s'appelle 10 jours sans écran. J'étais en déplacement dans une classe. La moitié de la classe de CP avait une télévision dans sa chambre. Vous imaginez bien que les parents qui ont mis la télé dans la chambre de leurs enfants, ils se disent pas je le mets en danger, c'est parce que c'est un cadeau, c'est parce qu'ils pensent qu'il apprend des choses et qu'il régule. La réalité, c'est qu'au CP, on n'a pas à être seul devant un écran. La question c'est quel âge, quel contenu et surtout quelle interaction. Regardez un dessin animé à la télé, en famille, c'est pas dramatique, au contraire ça peut être un moment d'échange. Mais laisser un enfant seul devant aujourd'hui une tablette ou une télé, et encore plus en réalité devant les tablettes, parce que les contenus sont beaucoup plus sauvages et on ne sait pas sur quoi ils peuvent tomber, c'est des troubles du sommeil, c'est des troubles de l'anxiété, c'est des troubles de l'apprentissage. Et c'est là où il faut donner des billes et des outils alternatifs. C'est pour ça que, par exemple, avec Je protège mon enfant, qui est le site qui est porté par mes équipes et les équipes du ministère, on donne, par exemple, des outils qui permettent de partager les nouvelles règles avec les enfants. Et donc, de construire un chemin, une sorte de parentalité au numérique qui est nouvelle. C'est un défi auquel on est confronté. D'autant plus qu'on n'est pas toujours les très bons exemples. Puisqu'on est nous-mêmes
souvent, beaucoup trop souvent, sur nos téléphones ou sur nos ordinateurs. On parle de la place de l'enfant, de nos enfants dans la société aujourd'hui, la place de nos enfants dans l'ère numérique aujourd'hui, la place finalement des enfants de manière générale traitée en politique et forcément cette question nomination. J'avoue que l'absence de ministère dédié à l'enfance nous a tous un peu interrogés ici, bien entendu, chez School TV, a été vivement décriée aussi au sein de la société française, tout simplement, avant l'annonce de la création d'un haut commissariat à l'enfance que vous représentez, et tant mieux. Mais pourquoi cette question mérite-t-elle autant d'insistance ? Cette question, elle mérite énormément d'insistance parce qu'aujourd'hui, le Haut Commissariat à l'enfance, on l'a imaginé de manière très interministérielle. Je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, la protection des enfants, la protection de leur santé dépend plutôt du ministère de la Santé. Mais on sait que la santé, c'est aussi la santé scolaire et donc éducation nationale. La question de l'accès à la culture est une condition à la régulation des écrans. Le sport, aujourd'hui, quand on voit les conséquences de l'obésité infantile, la question du soutien à la parentalité, quand on voit aujourd'hui le nombre de familles monoparentales, quand on voit les familles recomposées, l'accompagnement des enfants, finalement, dans cette parentalité qui bouge peut-être un peu plus qu'il y a quelques dizaines d'années. Et dans le fond, on s'est dit que la nouvelle manière de penser la place de l'enfant dans nos politiques publiques, c'est de mettre l'enfant au cœur et au contraire de faire tourner tout autour, finalement, toutes ces politiques publiques qui, aujourd'hui, étaient un peu en parallèle, un peu en silo, et donc elles ne se croisaient pas. Quand on regardait un enfant, le même, il était soit le patient de quelqu'un, soit l'élève de quelqu'un, soit l'adhérent d'une association, soit finalement le fils ou la fille d'eux, mais à aucun moment on disait que c'était le même. Et qu'au contraire, il fallait penser ses besoins. Et c'est exactement comme ça qu'on a pensé pour une sorte de réponse dans la durée, et c'est pour ça qu'on a imaginé le Haut Commissariat à l'enfance. Toujours sur le sujet des enfants, évidemment, vous êtes favorable à une réflexion pour ouvrir les accès aux origines des enfants nés sous X. Est-ce que c'est une question encore taboue aujourd'hui ? C'est une question qui est toujours très difficile à ouvrir, c'est vrai, mais c'est l'illustration de la pensée nouvelle que je porte. Moi, je porte d'abord l'intérêt de l'enfant au cœur de nos politiques publiques. Aujourd'hui, on a suffisamment de mouvements autour de nous, d'autres pays européens qui font évoluer cette question. Moi, j'ai saisi le Conseil national de l'adoption et le Conseil national de l'accès aux origines, plus Conseil d'éthique. Pourquoi ? Pour dire, on a une question qui est fondamentale, c'est l'accès typiquement à l'information, aux informations médicales. On sait que quand on est sous X, on demande à la mère, en tout cas de naissance, si oui ou non elle veut laisser une information, de la documentation, son identité, une lettre, quelque chose. Mais vous savez, le plus difficile, le plus douloureux parfois, pas toujours, mais ça arrive, eh bien quand vous vous retrouvez devant un médecin, que vous êtes parfois vous-même parent, avec un enfant qui est malade, et on vous dit, mais quelles sont les origines ? Est-ce que vous avez des antécédents dans votre famille ? Et que vous êtes démunis, pas capable de dire si, oui, il y a des maladies chroniques, pas de maladies chroniques, quand c'est pour vous-même. Et donc face à ça, se re-questionner aujourd'hui, puisqu'on arrive à une date anniversaire d'évolution, eh bien je pense que c'est plutôt sain. C'est pas que identitaire en fait cette recherche, c'est aussi sur les racines afin d'avoir son dossier médical en priorité. Il y a plusieurs hypothèses qui sont ouvertes. Moi c'est vrai que celle à laquelle je suis le plus confrontée aujourd'hui dans les différentes demandes, c'est la question de l'accès au dossier médical. Maintenant, l'évaluation aujourd'hui de cette loi, elle va être assez large. J'ai saisi les experts et qui vont réfléchir, réévaluer. Et vous savez, on est aussi confronté aujourd'hui à ces fameux tests ADN qui existent, qui sont pas autorisés en France, mais que certains utilisent, voilà, parce que c'est accessible dans le commerce. La loi française interdit leur utilisation si elle n'est pas décidée par la justice. Et donc on est confronté à de nouvelles choses autour de nous qui amènent à se questionner, à apporter parfois un certain nombre de réponses. Et donc face à ça, il faut pas être... je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut simplement se poser les questions et réouvrir un certain nombre de débats quand c'est nécessaire, et aujourd'hui c'est nécessaire. La Convention citoyenne des temps de l'enfant a lieu ce week-end, n'est-ce pas, Sarah? Exactement, elle a lieu dimanche. C'est la première fois en plus qu'on fait intervenir autant d'enfants tout au long des travaux. Les temps de l'enfant sont multiples, scolaires, familiaux, vacances, sport, santé. Et oui, enfin, l'enfant va être au cœur des débats et j'ai hâte que ces 130 citoyens tirés au sort proposent, débattent et surtout regardent les temps de l'enfant au pluriel. Eh bien, nous vous inviterons pour en parler très prochainement. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau, Sarah Elhaïry. Je rappelle que vous êtes haut commissaire à l'enfance. Merci à vous. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le
le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Michel Mazot. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes médecin spécialiste des troubles du neurodéveloppement. On appelle ça aussi les troubles 10, très souvent. Et autrice de ce livre, L'intelligence est-elle plurielle, paru aux éditions Tom Pouce. On va parler justement d'intelligence. Comment on pourrait déjà définir l'intelligence, Michel Mazot? C'est justement la grande question de ce livre, puisque l'intelligence, c'est vraiment un mot, c'est comme l'auberge espagnole. Hein. Je peux être en bonne intelligence avec mes voisins. Il y a l'intelligence artificielle qui n'est pas du tout intelligente. Il y a l'intelligence des tests, les fameux QI qui font aussi peur à tout le monde. Et puis il y a, alors c'est un petit peu l'objet de ce livre, l'idée aussi qu'il y aurait des intelligences plurielles, qu'il y aurait toutes sortes d'intelligences et non pas une intelligence particulière. Alors donc dans ce livre, il est question de l'intelligence au sens, on va dire, psychologique du terme, au sens je dirais presque habituel du terme, qui est la capacité, en fait, des humains, il n'y a pas que les humains d'ailleurs, la capacité des vivants, en particulier des humains dans ce livre, bien sûr, à abstraire, à raisonner, à déduire, avoir un raisonnement logique et déductif. Voilà. Donc ça, c'est le cœur de l'intelligence, c'est le raisonnement, la logique et l'abstraction. Voilà. Je vais évidemment poursuivre, mais vous vous doutez bien que j'ai envie de rebondir sur ce que vous avez dit juste avant. Vous parliez d'intelligence artificielle qui n'était pas intelligente. Non. Pourquoi? Parce qu'on en parle tellement de l'IA en ce moment. Alors il y a deux aspects là-dedans. Bien sûr, mais vraiment c'est un vous me donnez en même temps, vous me l'offrez sur un plateau. Et j'en suis ravie. D'abord parce que c'est la traduction de l'anglais. Et que intelligence en anglais, ça ne veut pas dire intelligence, c'est clever, l'intelligence au sens de ce petit livre. Donc, intelligence, d'après ce que je comprends en anglais, c'est plutôt le rassemblement, la compaction de beaucoup d'informations, comme intelligence service, en fait. Donc, comme les renseignements, en fait. Et les renseignements, et là, c'est exactement le cas de l'IA, c'est-à-dire qu'elle va chercher des renseignements et des informations qui lui ont déjà été données par les humains, et elle les compacte d'une façon, effectivement, la plus, je ne peux pas dire intelligente, elle les compacte en fonction de ce que l'intelligence pense et de ce qui est déjà compacté dans les différents ordinateurs. Mais elle est différenciée d'une encyclopédie quand même. Oui, parce qu'elle fait des relations entre les choses, bien sûr. Mais elle ne fait pas elle-même. Ce n'est pas elle qui dit quelles sont les relations valides ou non valides, justement. Voilà. Bon, revenons à l'idée de l'intelligence de manière générale. Vous avez dit qu'elle était effectivement plutôt plurielle, cette intelligence. Non, finalement. Je lutte contre cette idée-là. Oui. Ah. Oui. Non, alors, dites-moi. Il y a un quiproquo, parce que l'idée des intelligences plurielles, c'est une idée très sympathique. C'est que tout le monde, finalement, vous voyez bien, il s'agit en fait d'enfants qui sont en difficulté scolaire la plupart du temps, pour des tonnes de raisons, en particulier les troubles neurodéveloppementaux, et qui passent des tests d'intelligence, et c'est la hantise de tout le monde. En fait, ces tests d'intelligence ne testent pas que l'intelligence au sens où je viens de le dire, c'est-à-dire le raisonnement logique et l'abstraction. Testent aussi les capacités visio-spatiales, la mémoire, enfin beaucoup d'autres choses. Bon, heureusement d'ailleurs, qui toutes sont utiles pour les apprentissages. Et donc il y a un certain nombre de gens très sympathiques qui ont voulu développer l'idée qu'il y aurait plein d'intelligences, et pas seulement celle dont je parle, qui est celle du raisonnement et de l'abstraction. Oui. Il y aurait une intelligence visio-spatiale, une intelligence naturaliste, il y aurait une intelligence, pourquoi pas, musicale. Moi, je revendique une intelligence culinaire. Voilà. Non, mais je plaisante, mais qu'à moitié. Donc l'idée, elle est quand même très importante de faire la distinction entre, effectivement, ce dont je viens de parler, qui sont peut-être des talents. C'est très important. Ça ne veut pas dire que c'est pas important. Ça veut dire que c'est autre chose que l'intelligence. Le cognitif, c'est l'intelligence ou pas? Le cognitif, c'est l'ensemble de l'intelligence et d'autres fonctions, qui sont les fonctions visio-spatiales, la mémoire, le langage, etc. C'est tout ça, le cognitif. Donc, c'est ce que vous appelez le facteur G dans votre Alors, le facteur G, c'est justement ce qu'on appelle l'intelligence générale. Oui. Le G, c'est pour général. Oui. C'est un petit peu notre jargon, ça, de professionnel. Et qui veut dire, justement, on s'intéresse uniquement à ces capacités de raisonnement, d'abstraction, de logique. Quand Howard Gardner parle de 8 types d'intelligence, alors vous trouvez ça absolument complètement hors sol, en dehors du... Non, mais je trouve ça très intéressant s'il parlait de talent. Mais lui-même fait bien la distinction. Il dit non, c'est pas des talents, c'est bien une intelligence. Pourquoi c'est important? Parce que les talents, c'est très important. Il ne s'agit pas de dire... Je ne suis pas en train de dire qu'il y a que l'intelligence qui est importante. Je veux dire, tout le monde sait qu'on peut être très intelligent et puis, je ne sais pas, être un tueur en série. L'intelligence, c'est pas un destin. Enfin, je veux dire,
bon, ça, c'est pas là. Mais je crois que c'est très important de nommer les choses pour bien s'y reconnaître et bien se comprendre. Donc là, lui, il dit c'est pas des talents. Moi, je dis c'est des talents. Pourquoi ? Parce que l'intelligence au sens du facteur G, donc l'abstraction, le raisonnement, c'est quelque chose qui irrigue tous les autres talents ou non-talents dont nous disposons tous les uns ou les autres. Alors qu'un talent, c'est quelque chose de spécifique. Vous voyez, mon intelligence, mon niveau de facteur G, quel qu'il soit, on s'en fiche, ben, il irrigue aussi mon talent culinaire. Voilà. Par contre, mon talent culinaire n'irrigue pas mes capacités d'abstraction. Voyez, donc ce sont des choses différentes dont il faut tenir compte. Il faut tenir compte des talents, et il faut tenir compte de l'intelligence, il faut tenir compte des talents de chacun, bien sûr. Il y a une différence entre inné et acquis. Est-ce que l'intelligence, finalement, est innée, ou est-ce qu'elle s'acquiert avec le temps, ou les deux ? Alors, elle est innée, comme beaucoup de choses d'ailleurs dans tout ce qui est le cognitif, mais même tout ce qui est humain. C'est-à-dire qu'il y a un noyau inné, et ensuite il se développe avec les contacts avec l'environnement, avec l'intérêt de l'un ou de l'autre, etc. Hein, mais il y a un noyau inné important, bien sûr. Et elle est influencée, cette intelligence, par les facteurs génétiques, environnementaux ? Oui, tout à fait. Les deux, et par les facteurs génétiques de façon très importante, et par les facteurs environnementaux, et les facteurs de personnalité aussi du sujet, bien sûr. Donc c'est talent et c'est non-talent. Dans le livre dont je rappelle le titre, L'intelligence est-elle plurielle, paru aux éditions Tom Pouce, vous parlez évidemment des tests de QI. Alors les tests de QI, on en fait mais tout le temps, en permanence. On parle beaucoup plus aujourd'hui, évidemment, des troubles 10, et tant mieux, parce qu'il fallait aussi en parler pour ces enfants. Certains se disent, mais bon, on en parle 10 fois trop, donc ça veut dire que peut-être que ça n'existe pas. Bon, mais c'est pas le sujet. En l'occurrence, les tests d'intelligence se démultiplient. Est-ce que c'est important déjà de faire les tests d'intelligence ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Et comment sont-ils faits ? Mais oui, ça sert beaucoup. Et c'est pour ça, c'était le but de ce livre. C'est-à-dire, c'est de dire tout ça est important. C'est important, les tests d'intelligence, c'est important de détecter et de valoriser les talents des enfants. C'est important, tout est important. Chaque chose a sa place. Alors pourquoi c'est important ? D'abord parce qu'effectivement, ce qu'on appelle les troubles 10, qui existent, sont des troubles justement qui respectent l'intelligence de l'enfant. Donc ce sont des enfants qui sont en grande difficulté scolaire souvent, mais ça n'a rien à voir avec un déficit ou une difficulté intellectuelle pour accéder aux apprentissages. Ça a à voir généralement avec un petit dysfonctionnement, moi je dis souvent une petite malfusion, hein, dans un petit coin des petits neurones. Chacun se développe, on n'a pas tous les mêmes capacités partout. Il y a un certain nombre d'enfants, ce qui est assez logique, on dit en 5-8% d'enfants, ça dépend de l'intensité de ce qu'on veut dire, qui se développent un peu de façon atypique dans un ou un autre domaine du cognitif dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple dans le domaine visuospatial ou dans le domaine du langage ou dans le domaine de la motricité fine, etc. Et donc c'est très important justement de repérer quelles sont leurs capacités intellectuelles, parce que c'est souvent ça qui va être, et leur talent, les deux, choses différentes, mais parce que c'est souvent ça qui va être utilisé justement pour les aider à apprendre et je dirais pour les aider à avoir l'avenir et la qualité de vie qui leur convient. Il nous reste peu de temps pour cet entretien. Est-ce que l'école doit s'adapter, selon vous, Michel Mazot, à chacune des intelligences des élèves ? Enfin, il existe une intelligence, vous me le dites, elle est singulière, mais doit s'adapter aux élèves et justement à leur fameux trouble 10 ou pas ? Alors, ça dépend comment vous formulez les choses. Tous les élèves doivent avoir leur place à l'école. Ça, c'est le principe de l'inclusion qui est un principe, je dirais pas seulement scolaire, c'est le principe de nos sociétés tout de même. Donc après, c'est là, vous dites les choses autrement. Est-ce que chaque enseignant doit s'adapter à chaque enfant ? Non, c'est impossible. Alors comment l'école, avec les moyens qu'elle a, c'est-à-dire peu, avec le peu d'AESH qu'il y a... Non, enlever les AESH, L'idée, elle est Pourquoi pas... ils enlèvent les AESH ? Non, parce que c'est pas la solution. Là, c'est un pis-aller, voilà, d'aider un enfant, c'est très utile, bien sûr. Voilà, mais c'est pas ça. La solution, c'est vraiment une façon d'enseigner qu'on appelle une conception universelle de l'enseignement qui permet effectivement que chaque enfant, a priori, tout le monde étant différent, indépendamment même des enfants 10, que chaque enfant, selon ses talents et son niveau d'intelligence et ses appétences et sa personnalité, puisse trouver de quoi alimenter ses apprentissages, de quoi grandir, etc. Donc là, il y a des stratégies, il y a des techniques particulières. Sinon, si un enseignant veut avoir une classe homogène et faire la même chose pour tout le monde, ça ne marche pas. Donc il faut d'autres stratégies. Donc c'est un problème de formation, c'est un problème, je dirais, de philosophie d'une société et dans la façon dont les enseignants eux-mêmes sont formés.
Voilà. Si vous voulez savoir davantage sur l'intelligence, savoir si elle est plurielle ou singulière, mais je crois qu'on a eu la réponse déjà en partie, mais en tout cas sur tout le reste, vous vous précipitez à la librairie et achetez le livre de Michel Mazeau, L'intelligence est-elle plurielle, paru aux éditions Tom Pouce. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur merci le Grand de votre JT. invitation. Merci mille fois. On va retrouver tout de suite Shirley pour sa chronique. Shirley, direction le Japon, où une élection approche à grands pas, celle de l'Assemblée métropolitaine de Tokyo, l'équivalent des municipales pour la capitale nippone. Ce sera ce dimanche. Alors les jeunes japonais s'intéressent très peu à la politique, a priori, ce qui pousse les partis à se creuser la tête pour innover en matière de communication. Oui, alors déjà, pourquoi ce désintérêt des jeunes vis-à-vis de la politique jusqu'à présent? Alors d'abord parce qu'ils ne se sentent pas visés, concernés par la politique. Au Japon, ce sont plutôt des dirigeants chevronnés qui ont l'habitude de s'adresser à une population vieillissante. En plus de ça, les moyens de communication ne sont pas très adaptés à eux, même si ces dernières années, comme partout, les partis politiques investissent les réseaux sociaux, on communique toujours à l'ancienne au Japon avec des panneaux d'affichage assez classiques, comme on peut le voir dans cette vidéo, et on a la même chose en France d'ailleurs, et ce sont des images qui datent d'il y a 4 ans. Et puis il y a aussi ça, comme nous le montre Nihongo Nana dans cette vidéo sur TikTok. That means Senkyo. Voting is happening. Seijika politicians, they go around in the car and then give them a speech. So you'll find all the posters like this. Voilà, des voitures qui hurlent des messages politiques, des posters dans la rue, rien de très parlant pour les jeunes qui ne s'intéressent pas à la politique pour une autre raison, à savoir le manque d'éducation politique. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de conscience politique, ils sont très investis des sujets comme les questions sociales, égalité de sexe, écart de revenus ou changement climatique, mais souvent les étudiants ne connaissent pas la différence entre les partis politiques japonais selon l'ONG Conférence de la jeunesse japonaise interrogée par l'AFP, ou bien même le nom du parti au pouvoir dans leur propre pays. Et ça veut dire que le taux d'abstention des jeunes est important, Charlotte ? Selon la commission électorale de Tokyo, le taux de participation générale aux élections précédentes, donc en 2021, qui était donc à 42%, et sur ces 42%, seulement 26% des jeunes dans la vingtaine ont voté, 34% pour les trentenaires. D'une manière générale, dans quasiment tous les scrutins, moins d'un jeune sur 2 vote au Japon. En octobre dernier, c'était les législatives. Le Parti libéral-démocrate, le parti du Premier ministre japonais, a subi une défaite cuisante. Et à la veille de ces élections, un TikToker japonais, il s'appelle Yoji, est allé dans la rue pour faire un petit sondage auprès des jeunes. Avez-vous déjà voté? Voilà la question qu'il leur a posée. Voici leur réponse. 投票って行ったことありますか？投票したことはないです。選挙投票行きますか？投票行ったことないです。はい、ないです。いつかわかんないです。投票日が。で今の与党ってどこかご存知ですか？自民党、民主党。投票行ったことありますか？ないんですよ。やり方がわからないというか、自分の一票で変わるんかなっていう感じで任せっぱなしですね。なるほど。選挙って行ったことありますか？いやないです。一回もありません。行きたいなっていう気持ちはありますか？はい、日本を変えたいです。アルバイトの賃金を上げてほしいです。自分が一票入れても変わんないかな。なぜ変わらないと思います？実際若者の投票も少ないし、やっぱ政治家は高齢者の意見を聞きやすくなるのかな。今の与党どこかわかりますか？自民党です。日本共産党。選挙って行ったことありますか？ないです。ない。Bon, ça allait un petit peu vite et puis c'était écrit en minuscule, Virginie, c'est vrai, mais globalement, ils ont tous répondu non, non, je n'ai jamais voté. Et ça corrobore ce chiffre, moins d'un jeune sur 2 qui vote d'après les chiffres officiels japonais. En comparaison, en France, les jeunes votent un peu plus, même si l'abstention chez eux est quand même conséquente. Lors des dernières élections législatives en 2024, 57% des 18-24 ans sont allés voter et chez les 25-34 ans, c'était 51%. On n'est pas très très loin quand même. Bon, alors comment réagissent les partis politiques du Japon, au Japon, face à ce phénomène justement l'abstention chez les jeunes? Déjà, il y a 5 ans, le gouvernement a abaissé l'âge de droit de vote à 18 ans contre 20 ans. Donc ça, c'était pour élargir un petit peu le bassin électoral, mais ça n'a pas changé grand-chose. Donc, ils veulent aller plus loin pour attirer de plus en plus les jeunes dans les bureaux de vote ces prochaines années. Ce dimanche spécialement, ils ont démarré des campagnes de communication un peu plus dans l'air du temps, un peu plus originales aussi. Alors, ça passe par la modernisation de l'affichage, avec le passage au numérique notamment, des écrans placés dans des endroits fréquentés par les jeunes, comme ces supérettes Family Mart, un peu comme aux States, qui sont ouvertes 24 heures sur 24. Des messages vidéo sont censés maintenant apparaître
au-dessus des caisses. Deuxièmement, les partis politiques ont aussi loué des écrans sur des bornes de recharge de batterie pour téléphones portables qui sont présentes à peu près partout à Tokyo. En gros, pendant que le téléphone charge, on ne scrolle pas, on ne lit pas, on peut s'informer maintenant sur les propositions et les idées des candidats politiques. Et puis, c'est peut-être l'initiative la plus atypique, ce partenariat avec les Sento, ces fameux bains publics japonais, des lieux hyper fréquentés par les jeunes et en plein boom en ce moment au Japon. Alors à quoi ça ressemble? La réponse en images. Tsukimi is a public bath. Today, I'll show you Japanese Sento culture. You take off your clothes at changing room. And now you go in and you get a basket and chairs. And we also get a chance for a little baby. And take a seat and wash your body. And I'll show you quickly. We got some nice hot bath, dry sauna. We also got steam sauna if you don't like dry sauna. So that's about 60 degrees. And this dry sauna has 90 degrees. Et donc, c'est dans ces bains publics que l'on retrouve désormais en cette période de campagne électorale des affiches comme celle que vous voyez s'afficher. Le projet s'appelle Tokyo Metropolitan Assembly Member Sento, qui est un jeu de mots en fait entre deux mots qui riment, Sento qui veut dire bain public et Senkyo, élection en japonais. 61 bains publics participent à cette campagne. Avec la tendance du sauna, nous pouvons attirer un public plus large et plus jeune. Nous espérons que les jeunes prendront un moment de détente pour réfléchir à la politique et aux prochaines élections, a déclaré un responsable du gouvernement métropolitain de Tokyo. Alors, sauna et politique font-ils bon ménage dans les méninges des jeunes? On aura la réponse ce dimanche, Virginie. J'imagine bien la tendance en France, dans les saunas français avec Mélenchon. Il faudrait qu'on ait des saunas, un peu plus de saunas. Macron, il ne pourra pas, mais ou d'autres qui seraient en 2027, ce serait quand même cocasse. Bon, bref, merci beaucoup en tout cas, Shirley. On va retrouver tout de suite le meilleur de School TV avec le Zap. À la Révolution française, qui déclare de façon très formelle que la collectivité, la nation, se doit d'intervenir et d'agir auprès des plus fragiles. Après, il va se passer beaucoup de temps avant que l'on passe des déclaration d'intention à la réalité. Et pourquoi est-ce que je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues? Parce que l'aide sociale à l'enfance intervient par rapport à des mineurs. Et mon livre fait état de fragilité, de vulnérabilité et de prise de position et d'attitude et de décision de l'aide sociale à l'enfance qui sont tout à fait critiquables, sauf que jamais l'aide sociale à l'enfance ne mettra sur la place publique ces justifications, non pas parce qu'elle se considère comme inattaquable ou qu'on ne doit pas la critiquer, mais parce qu'on se doit de protéger l'intimité des enfants et des familles. Et il y a un tas de choses qu'on ne peut pas raconter. Lorsque la presse s'empare de situations compliquées et dénonce, à juste raison, en face, il y a le grand silence. Et donc, c'est aussi source de plein d'illusions, d'idées reçues, de fantasmes sur l'aide sociale à l'enfance. Au sortir de cette école, l'idée c'est qu'ils intègrent des entreprises déjà vertes, déjà sociales, ou est-ce qu'au contraire, l'idée c'est qu'ils intègrent des vieilles entreprises un peu poussiéreuses et qui changent tout de l'intérieur? C'est quoi votre projet? Les deux, ce sera peut-être plus facile d'intégrer des entreprises qui ont déjà entamé un mouvement de transformation elles-mêmes et qui ont besoin de compétences et de talents pour l'amplifier. Ça peut être aussi des entreprises qui sont juste au démarrage. Ça peut être des entreprises qui ont la vision d'un dirigeant et qui se dit j'ai besoin d'instiller dans mon organisation, parce qu'il y a beaucoup de freins dans les organisations. Sans faire du greenwashing, parce que... Bien évidemment, et donc d'installer et d'instiller des acteurs du changement à différents endroits dans l'entreprise pour faire bouger l'entreprise. Pour faire bouger l'entreprise sur des enjeux tels que ceux qu'on cherche à traiter, il ne suffit pas de la volonté du dirigeant. C'est indispensable, bien sûr, mais il faut aussi qu'il y ait des acteurs de changement aux différents niveaux de l'organisation. Un middle manager qui ne veut pas bouger, oui, c'est la culture d'entreprise. Il a une capacité de blocage énorme dans une organisation. Il faut quand même que ce soit le décideur qui donne le là, j'imagine. S'il n'y a pas le là du décideur, ça ne marchera pas. Ça restera des épiphénomènes et des petites expériences dans un coin. Mais si on veut une transformation en profondeur, il faut impérativement la volonté du dirigeant. Mais ça ne suffit pas.
Jonathan Bibas, on est vraiment ravis de vous recevoir et en plus vous n'êtes pas venu tout seul, hein, Jonathan. Exactement, je suis venu avec Harry, donc c'est une peluche interactive éducative et j'ai hâte de vous présenter un peu tout ce qu'elle peut faire. Alors justement, on serait ravis d'en savoir plus. Comment ça va Harry? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors Harry, c'est une peluche qui est dotée d'intelligence artificielle, donc capable de comprendre le langage naturellement et d'avoir des vraies discussions libres, mais on va voir justement très sécurisées avec les enfants sur des sujets qui vont être très variés, amusants, mais éducatifs aussi. Et donc les capacités sont assez impressionnantes parce qu'on se trouve avec le jouet du futur. La DAS, elle n'avait pas une image d'enfer, et ça, vous revenez dessus, notamment en disant que ce qu'il faut bien voir, c'est que les choses ont quand même considérablement changé depuis 30 ans. L'aide sociale à l'enfance a changé, mais la société a changé aussi. En fait, tout ça a considérablement évolué. Quels sont les changements les plus importants? Jusqu'en 1982, puis 1984, lorsqu'un enfant, alors 82 parce qu'il y a deux niveaux, il y a soit une prise en charge qu'on appelle administrative, c'est-à-dire que les parents signent un contrat, soit une prise en charge judiciaire avec l'intervention du juge des enfants. Jusqu'en 1982, un enfant qui était confié sur décision ou par décision judiciaire, cet enfant, une fois qu'il était confié, ne ressortait quasiment jamais jusqu'à ses 18 ans. Nous, l'image du pitbull. À partir de 82, les contrats qui sont signés avec les parents n'ont une validité que d'une année. Et à partir de 1984, la validité de la décision du juge ne dépasse pas 2 ans. Ça veut dire qu'il y a... On réinterroge en permanence cette question du placement et on voit ce qui peut se passer. Il faut justifier pourquoi le placement va s'arrêter et au contraire pourquoi on doit le justifier et l'expliciter. Quel est le programme du coup de ce bachelor? Donc, je disais tout à l'heure, il y a trois grandes catégories de cours qui sont assises sur un référentiel de compétences de 10 macro-compétences et 60 compétences qu'on a travaillé avec Terra Academia. Les 3 catégories de cours, pour faire simple, parce que sinon je vais rentrer dans beaucoup de détails. Donc, il y a des cours très macro à l'échelle de compréhension du monde. Donc, c'est là où on va retrouver les principaux cours sur une approche scientifique. Donc, ça va être des cours à la fois de biologie, des cours sur les sols, sur les limites planétaires, sur la capacité à comprendre l'histoire économique aussi. On fait pas mal d'histoire. On revient sur l'histoire économique du 19e et du 20e siècle pour comprendre... Pourquoi c'est important justement de revenir sur l'histoire du 19e et du 20e siècle? Super pour comprendre important. Les enjeux d'aujourd'hui. Parce que dans la plupart des écoles de commerce ou dans les enseignements d'économie depuis les années 70 sont enseignés comme un fait. Or, l'économie, c'est une science qui est assez particulière puisqu'elle est directement impactée par des enjeux à la fois culturels, elle est un héritage socioculturel. Donc, si on ne prend pas le recul historique, on a l'impression qu'on apprend l'économie comme on apprend la physique. Or, la loi de la gravité, c'est une chose, mais le modèle économique dans lequel on évolue, c'en est une autre. C'est pas une réalité intangible. Et donc, on prend ce recul-là pour aider à montrer qu'il y a d'autres options et que surtout qu'il a évolué et que d'autres évolutions sont encore possibles. Ça, c'est 25% des cours. Donc là, c'est une échelle vraiment, on va comprendre l'échelle d'un territoire, l'échelle du monde. On va venir croiser les disciplines de manière à être tout le temps capable de faire des ponts disciplinaires entre les sciences sociales et les sciences dures. 50% du programme tous les ans, donc là on est dans le cœur de la formation, elle est directement posée sur des métiers. Tous les cours sont rattachés à un des 4 métiers, soit stratégie d'entreprise. Donc là, ça va être des gens qui font de la stratégie au quotidien, des gens qui sont consultants en transformation, qui viennent directement donner cours. Les métiers du marketing stratégique. Donc là, c'est comment on repense les outils du marketing au service de nouvelles offres, soit plus circulaires, soit des offres carrément qui sont capables de générer des bénéfices nets. Alors, c'est encore très, très rare, hein, donc c'est de la visée régénérative, mais des bénéfices nets pour la nature. Il y a le métier de la finance. Alors ça, moi, j'y tiens particulièrement. Alors, vous nous faites une démo? Absolument. Donc, en fait, comment ça fonctionne? C'est vraiment très simple, hein, c'est pas sorcier. Il y a un petit ordinateur à l'intérieur. D'accord. Qui est simplement composé d'un haut-parleur et d'un micro, et qui se charge. Hein, donc, vraiment, on le charge une fois, et puis là, on a pendant des semaines de batterie. Salut, je suis Harry. Tu veux apprendre des nouvelles choses avec moi? Ou bien écouter une blague? On peut discuter ensemble aussi. Je t'écoute. Alors, salut Harry, on voudrait discuter avec toi. Oh, j'adore échanger avec toi. Waouh, tu vas adorer ce que je viens d'apprendre. Le zéro a été inventé par les Indiens il y a plus de 1500 ans. Avant, les gens ne savaient pas comment écrire rien. Est-ce que tu le savais ça, toi? Alors non, je le savais pas, mais là on est en direct à la télé sur School TV. Est-ce que tu peux dire bonjour à tous les téléspectateurs qui te regardent maintenant?
Donc là, il va réfléchir et derrière, la réponse. Salut à tous les téléspectateurs de School TV. Je suis Harry, la peluche interactive, et je suis super content d'être ici avec Jonathan. Vous êtes tous géniaux. Il a le sens de la com en plus, Alors, c'est du marketing, Harry. C'est comme une aventure pleine de surprises. Donc là, il va parler de mathématiques. Donc, ensemble. évidemment, je peux lui demander tout un tas de choses. Et là, les capacités sont vraiment infinies, puisqu'en fait, voilà, il comprend le langage. Donc, le fait d'utiliser, et là, tout se passe en fait dans l'application. Donc, on a une application qui, elle, permet de configurer les sujets de conversation qu'on veut autoriser Harry à aborder avec son enfant. Et donc, on pourrait mettre, en l'occurrence, c'est ce que j'ai mis l'astronomie, les mathématiques, les sciences en général. Et donc, je peux aborder uniquement ces sujets. Et donc, si je vais dire des choses qui ne sont pas soit évidemment appropriées, ça c'est une première sécurité, mais même des sujets qui vont être préférés, les sujets préférés de son enfant, on va pouvoir les aborder parce que Harry connaît un peu tout sur tout. Il y a aujourd'hui plus d'enfants en danger qu'hier, mais est-ce qu'il y a plus d'enfants en danger parce qu'on les repère mieux, parce que finalement la puissance publique, malgré tous ses défauts, et ça vous y revenez aussi, il y a des carences, faute de moyens en fait, mais est-ce que malgré tout on les repère plus, ou est-ce que la société est devenue plus dangereuse pour les enfants? C'est l'éternelle question. Il y a, je pense, et c'est extrêmement positif, une sensibilisation plus croissante du regard de l'opinion publique, du regard des autorités, des services sur la maltraitance. À partir de 1989, c'est devenu même un délit punissable de peine de prison et de peine d'amende de ne pas signaler un enfant en situation de danger. Auparavant, eh bien, on considérait que c'était l'histoire de la famille et que lorsque les voisins entendaient un enfant être battu, mais comme ça pouvait être aussi une femme qui était battue, eh bien, on considérait que ça faisait partie de l'histoire de cette famille. C'est leur vie privée. Et c'est leur vie privée, on ne rentrait pas, on ne se mêlait pas. Le linge sale se lave en famille. Voilà, et donc, il y avait aucune... Et puis, il y avait, je pense aussi, si ça sortait de la famille, même, il y avait aussi une remise en cause de la crédibilité de la parole de l'enfant. On ne croyait pas les enfants. C'est la fin de notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Shirley, d'avoir été avec nous. On vous retrouve jeudi. Voilà, jeudi. Notez bien la date dans vos tablettes. Merci à toute l'équipe en régie. J'espère retrouver également très vite. Xavier Sanchez à la réal. Au son, Héloïse Merlin. Maquillage, Laure Edmond. Laura Gira et Ma Ferré à la rédaction. Très belle soirée à tous. Et on se retrouve demain, même heure. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec